Nicolas Winding Refn est un cinéaste danois. Il commence à la fin des années 90, très jeune, par faire un premier film qui s'appelle Pusher et qui nous plonge dans les arcanes du monde de la drogue et des gangsters à Copenhague. Et c'est un film qui a un certain retentissement et qui va lui permettre de tenter l'aventure américaine avec un film intitulé Inside Job qui sera un four monumental et qui va le mettre en faillite quasi personnelle. À la suite de ça, il revient donc au Danemark. Il va donner une suite à Pusher avec Pusher 2 et 3 pour former une trilogie. Et à partir de laquelle il va un petit peu s'émanciper de ce cadre-là pour expérimenter dans des directions assez singulières, notamment avec Bronson, qui raconte l'histoire d'un détenu qui va transformer sa vie en espèce de happening gigantesque théâtral, et Valhalla Rising, une sorte de trip sous acide chez les Vikings, et déjà caractérisée par une extrême violence. Au début des années 2010, enfin juste à la fin, vers 2009, il est de retour à Hollywood et il a quelques projets. Il a notamment le projet d'adapter un scénario de Paul Schrader qui s'appelle Dying of the Light et qui l'intéresse beaucoup, qui raconte l'histoire d'un ex-espion de la CIA qui entreprend une espèce de quête existentielle qui va le mener à une forme de dérive et à la mort. Un scénario assez typique des scénarios de Paul Schrader, puisque c'est lui qui est notamment à l'écriture de Taxi Driver, qui fonctionne un petit peu sur le même schéma. Refn trouve l'histoire passionnante, et d'autant plus que Harrison Ford est attaché au projet, et donc il entame des discussions avec lui pour justement voir comment développer ce récit. Simplement, au bout d'un moment, il se rend compte que Harrison Ford n'a plus véritablement envie de faire le projet tel qu'il était prévu, et notamment ne veut plus mourir à la fin. Donc Refn en conçoit une grande amertume, il sent que le projet est en train de lui échapper, et il en veut terriblement à Harrison Ford de faire machine arrière et de ne pas correspondre au projet qu'il avait, à savoir justement de prendre une grande figure du cinéma américain positif dans des histoires qui se terminent bien, et de la détourner, de proposer justement quelque chose d'un petit peu nouveau. De l'autre côté, à Hollywood, depuis quelques années, il y a un roman qui circule, dont Universal a acheté les droits, qui s'appelle Drive, un roman qui a été publié en 2005, de James Sallis, et qui passe un petit peu de main en main. Universal a trouvé l'histoire intéressante, à savoir un pilote de génie qui est associé à des braquages et à un projet un peu d'en faire une sorte de potentielle franchise en fonction du succès du premier volet, et quelque chose qui ressemblerait un petit peu à un autre projet de son écurie qui est la saga Fast and Furious. Pour vous dire, au départ, on est sur un projet qui concernerait Neil Marshall, qui est quand même pas un réalisateur particulièrement subtil, et dans le rôle titre, on pense à Hugh Jackman, qui a un temps justement pressenti pour incarner le chauffeur. Donc, quelque chose qui, là aussi, comme ça arrive très souvent à Hollywood, a un projet qui va complètement patiner et qui finit par ne pas aboutir. Ryan Gosling finit par avoir le scénario entre les mains. Il se déclare tout à fait intéressé par le film. À ce moment-là, ça commence à monter un petit peu pour lui. C'est un acteur qui commence à un peu peser. Et on va lui proposer de faire le film et d'avoir ce privilège, qui est une première dans sa carrière, qui est de choisir le réalisateur pour le film. Il a vu Bronson, il trouve le film vraiment intéressant et il décide donc de contacter Refn pour lui proposer le film. Refn, quand il va le voir, l'entretien va être totalement désastreux. Refn déjà est sous le coup d'une forte fièvre, il n'a que très peu de souvenirs du script qu'il a lu auparavant de Drive, et lorsqu'il se retrouve face à Ryan Gosling, il est surtout préoccupé par ses propres soucis, à savoir qu'il a très envie que Harrison Ford meure, que ce soit dans le script prévu ou lors des réunions qui se passent de moins en moins bien avec lui. Il est donc peu enclin à la conversation et l'entretien tourne court. Les circonstances font que Ryan Gosling et Refn partagent la même voiture pour se rendre dans leurs habitats respectifs à Los Angeles. Et donc ils partagent un moment la course dans la soirée. Et là il y a une chanson des années 80 qui passe dans le poste de la voiture. Et Refn l'écoute avec attention et fond en larmes, trouvant la chanson extrêmement belle, quelque chose qu'il fait assez souvent.
Ryan Gosling est donc un peu surpris de son état, et puis ça crée un nouvel échange entre eux, au terme duquel Refn lui dit bah écoute, voilà, on va faire un film sur un type qui conduit des voitures dans Los Angeles et écoute de la pop des années 80. Et Ryan Gosling fait ok, allons-y. Le projet donc finalement se lance comme ça et ils vont donc entreprendre évidemment de mettre en place quelque chose d'un petit peu concret. Il y a évidemment une réécriture qui est proposée, un scénariste qui est attitré. C'est un travail un peu particulier parce que le roman n'est pas sur une écriture linéaire, donc il y a pas mal d'adaptations à faire pour justement le rendre lisible dans une adaptation cinématographique. Et il va aussi falloir un petit peu se familiariser avec les différents sujets du film. Il s'avère que Refn ne connaît absolument pas Los Angeles. Ryan Gosling va justement se charger de lui faire visiter la ville, et ces visites vont donner lieu à une sorte de repérage d'une certaine manière. Et tout ce qui est le domaine des voitures ne lui est pas du tout familier non plus, dans la mesure où il n'a pas le permis. Il a échoué 8 fois au permis de conduire, et il va donc voilà, devoir découvrir un peu un milieu. Le film évolue aussi en cours de développement dans la mesure où justement Universal se retire du projet, se rendant compte que c'est en train de devenir un film un petit peu indépendant avec un auteur européen qui arrive sur le coup, et donc il va falloir trouver des financements pour ce film. Et pour ça, il y a une destination toute trouvée, c'est le marché du film à Cannes. Chaque année, en marge du Festival de Cannes, il y a ce marché qui est vraiment quelque chose d'absolument crucial pour l'économie du cinéma, où des producteurs vont voir des gens qui leur expliquent, qui viennent leur présenter différents projets de films en leur disant voilà, c'est tel scénario avec tel star potentiel et il nous faut tant. Et on va donc emmener Refn et on le propulse sur la scène et on lui dit bah voilà, pitch le film, dis-nous de quoi ça parle et essaye de convaincre ce parterre de producteurs qui se trouve devant toi. Refn n'est pas tellement inspiré, on l'a vu, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement doué pour la communication et surtout quand elle est un peu formatée dans un domaine un peu économique ou de publicité. Et donc il a cette unique phrase devant le parterre de producteurs en leur disant My movie, it's like really good cocaine. C'est comme de la très bonne cocaïne. Un terme qui semble voilà, sonner familier à l'oreille d'un certain nombre de producteurs, puisque la phrase va faire mouche et que les producteurs vont déclencher voilà, un financement du film. Les premiers d'ailleurs, ce seront les Français, avec Manuel Chiche notamment de Wildside Productions. Et donc ils arrivent à avoir une enveloppe assez stable et qui va leur permettre de mettre en place le film. Donc le casting est mis en place et là Refn va aller chercher un petit peu dans différents domaines. Pour Bryan Cranston, pour lui c'est de l'ordre de l'évidence, il a adoré la série Breaking Bad et il veut vraiment avoir ce personnage qui va d'ailleurs, dont il va un peu étoffer le rôle pour justement lui proposer quelque chose qui puisse être un peu à la mesure de son talent. Et Bryan Cranston accepte très rapidement. Pour le personnage de Blanche, ça va être un processus un petit peu plus long parce que Refn pense au départ à recruter une actrice dans le milieu pornographique. Il veut une actrice qui soit plantureuse, il veut un visage qui fasse justement une des facettes, si vous voulez, de la Californie. Mais il va se rendre compte assez rapidement que les actrices pornographiques n'ont pas nécessairement les talents de comédienne qu'il va devoir évidemment exploiter dans son film. Et donc il va se rabattre sur Christina Hendricks, qui joue dans la série Mad Men, et qui va parfaitement remplir la mission qu'il avait pour elle. Ensuite, il va jouer aussi sur un peu les contre-emplois. Pour Ron Perlman, il s'agit vraiment d'une gueule qu'il a absolument envie de caster. Et Ron Perlman aura une super vision sur justement ce mafieux qui est juif et qui se rêverait mafieux italien, avec cette espèce de complexe-là qui va donner une certaine complexité au personnage. Et pour Albert Brooks, il s'agit d'un contre-emploi puisqu'on est face à un comédien qui est plus habitué généralement à la comédie. Reste le rôle très important dévolu à Irene et qui pose vraiment des problèmes pendant un certain temps à Refn. Dans le roman, Irene est une femme latino qui n'a pas encore 30 ans, qui est une très belle femme. Et donc, au départ, ils vont caster des actrices dans ce domaine-là. Et il n'arrive absolument pas à trouver quelqu'un qui puisse le convaincre.
Et il commence un petit peu à désespérer et il n'a pas d'idée pour la comédienne qui pourrait correspondre à l'idée qui s'est faite de ce couple-là. Parallèlement, un des producteurs du film lui dit qu'il est harcelé par l'agent de Carey Mulligan, qui lui dit que voilà, elle a entendu parler de ce projet, qu'elle aime beaucoup Refn, qu'elle a absolument envie de travailler avec lui et qu'il doit absolument la rencontrer. Et donc le producteur dit à Refn, écoute, tu la rencontres, histoire de, tu me fais ça comme une faveur pour moi, de manière à ce qu'on lui dise, ok, on l'a rencontré, ça n'a pas matché, mais arrête de m'appeler. Donc Refn, sans vraiment savoir de qui il s'agit, accepte de rencontrer Carey Mulligan et il explique que quand elle ouvre la porte, en 10 secondes, il sait que c'est à elle qui va donner le rôle parce qu'il trouve en elle ce qu'il cherchait dans le personnage et qui même est formulé au moment où il la voit, à savoir que c'est une femme qu'on a immédiatement envie de protéger quand on la voit. Et là, il comprend comment elle va pouvoir justement construire ce couple avec le personnage de Ryan Gosling. Donc à partir de là, le casting étant bouclé, on va pouvoir évidemment mettre en place le tournage. Donc pour le tournage, on est dans des conditions assez particulières. Refn est un personnage un peu singulier. Il va louer une grande maison à Los Angeles, dans laquelle déjà il va commencer par faire venir toute sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, mais aussi ses propres parents. Et il veille à ce qu'il y ait des pièces supplémentaires disponibles dans lesquelles tous les collaborateurs vont pouvoir venir loger dès qu'ils le voudront, que ce soit les comédiens, mais aussi des collaborateurs proches qui sont extrêmement importants pour Refn. Vous avez Matt Newman, qui est le monteur de Refn depuis Bronson et qui travaille encore aujourd'hui avec lui, qui a fait vraiment tous ses films, qui n'est pas seulement un monteur, c'est quelqu'un qui est vraiment un conseiller artistique très proche, qui comprend parfaitement l'état d'esprit de Refn et qui le conseille aussi sur un domaine crucial qui est celui de la couleur, parce qu'il s'avère que Refn est daltonien. Et l'autre membre de ce trio créatif, c'est Cliff Martinez, qui est donc le compositeur de la bande originale et de toutes les bandes originales de Refn depuis lors. Donc c'est vraiment une équipe qui a un projet commun, qui sait exactement ce que Refn veut et l'épaule, le conseille et l'aide à vraiment accoucher de sa vision, si vous voulez. Donc dans cette maison, on a des gens qui se croisent et des gens qui aussi vont s'adapter un petit peu au caractère assez singulier de Refn. Refn, c'est quelqu'un qui est ouvert à des tas d'idées et de sciences parallèles, par exemple. Le film est notamment, dans les remerciements du film, à la fin de Drive, on a Jodorowsky qui est mentionné et qui de temps en temps tire les cartes de tarot pour expliquer à Refn un petit peu son avenir et ce qu'il peut attendre du destin. Durant le tournage, on a Refn qui estime qu'il est en conversation télépathique avec Ryan Gosling, qu'il est en totale fusion avec lui, raison pour laquelle ils continueront à travailler ensemble. Et il est aussi entouré en permanence d'une sorte de couverture qui, explique-t-il, lui permet de maintenir son énergie, de la garder. Et effectivement, quand on voit les photos de tournage ou quelques documents de making-of, on le voit en permanence avec une sorte de tapis qui lui arrive jusqu'à la mi-poitrine, comme ça, et qui, évidemment, participe à une sorte de folklore assez original. On le voit aussi régulièrement sur le plateau avec des écouteurs en train d'écouter de la musique, de la chanter à tue-tête ou de pleurer en chantant des chansons qui lui plaisent particulièrement, comme ça avait été le cas lors de la première rencontre avec Ryan Gosling dans la voiture. Donc, tout le monde fait avec ce type qui évidemment n'est pas pour autant tyrannique ou quoi que ce soit. L'équipe au contraire est très soudée et participe vraiment à l'idée de ce film. Carey Mulligan et Ryan Gosling sont étroitement associés à la réécriture du film parce que Ryan Gosling décide de tourner dans l'ordre chronologique, ce qui va lui permettre justement de modifier progressivement les choses. Donc évidemment, il respecte le screenplay de Assini qui a signé le scénario, mais il va quand même vraiment le faire évoluer, et notamment en éliminant une grande part des dialogues du couple entre Irene et le chauffeur. Et ça, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose qui doit être poursuivi, et ils vont se retrouver à faire des séquences de tournage durant lesquelles on va travailler particulièrement le regard, et il peut y avoir des prises de vue de 15 minutes où on filme juste des regards et des gens qui sont en champ contre champ en train de se dévorer du regard, comme on le retrouve dans cette scène du couloir lorsqu'elle est assise par terre lors de la fête du retour de son mari, par exemple. Et parallèlement, justement, le personnage joué par Bryan Cranston va être de plus en plus prolixe, puisque l'acteur se rend compte que pour travailler la dynamique et l'équilibre par rapport à ces personnages qui ont tendance
en dire le moins possible, bah, lui au contraire sera celui qui parle un peu trop pour se rassurer, pour conjurer le silence, et ça va contribuer aussi à épaissir un petit peu son caractère. Durant le tournage, Refn va aussi apprendre, ça n'avait pas été défini clairement, qu'il n'a pas le final cut, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de regard final sur le montage, et que ce sont ses producteurs qui décideront, en somme, de ce qu'on pourra dire de son film et de ce qu'il racontera à la fin. Il en tient compte en tournant comme le faisait Hitchcock, hein, notamment durant les années 50 et 60, quand il tournait avec le moins possible de prises et le moins possible de scènes qu'il envisage de ne pas mettre dans le montage final, de manière à ce que les producteurs n'aient pas la possibilité de trop défigurer la vision qu'il avait initialement. Et le film, dans le premier montage qui est voulu par Refn, est présenté au comité de sélection du Festival de Cannes et c'est une excellente surprise pour eux, il est accepté. Donc les producteurs disent bon écoute, ton montage il est provisoire, on envoie celui-là à Cannes puisque c'est celui qui a été retenu, mais par contre après on viendra dire des derniers mots. Et l'accueil assez excellent que le film va avoir à Cannes donnera un sursaut un petit peu d'autorité à Refn et on gardera le montage qu'il avait décidé initialement. Effectivement, à Cannes, la presse et le public est très enthousiaste par rapport à ce film. C'est un film qui dénote un petit peu par rapport à ceux qu'on retrouve généralement en compétition. Alors on est assez persuadé très rapidement que c'est pas un film qui peut avoir la Palme d'Or. Les exemples sont trop rares, surtout à l'époque, même si on a eu des films comme Pulp Fiction par exemple, mais c'est quand même des exceptions. Néanmoins, Refn va obtenir le prix de la mise en scène, qui est donc très grand honneur dans la mesure où en plus ça récompense directement son travail de cinéaste et c'est évidemment une sorte d'apogée un peu de sa carrière. Il est question à un moment à partir du moment où le film sort, il est question d'un 2 dans la mesure où James Sallis a sorti une suite à son roman. Très vite, Refn va exprimer son désaccord et l'idée que lui ne le fera pas en disant que les imperfections du premier volet lui conviennent parfaitement et qu'il n'imagine pas autre chose que ce qu'il a pu faire. Le film va être un succès assez important. À ce jour, c'est le plus grand succès de la carrière de Refn. Et les choix esthétiques qu'il fait, et notamment de bande originale, vont vraiment directement le faire rentrer dans la pop culture. Et le titre, la chanson du générique de début, le Night Call de Kavinsky, va vraiment irriguer toute l'année et en faire un temps assez marquant de l'année cinéma 2011. Drive est un film assez complexe à saisir, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un film qui joue sur les contrastes et c'est un film qui va convoquer un certain nombre de références. La première qui est évidente, c'est celle du film noir, celle du film de braquage, de casse, avec notamment des poursuites de voitures et un personnage de chauffeur. Évidemment, en tête la référence à Bullitt par exemple, et Refn va volontiers jouer de toute cette mythologie-là, notamment justement avec ses comédiens qu'il a choisis aussi pour leur gueule, pour leur forme, et qui va filmer de manière à les magnifier, à insister sur le caractère un petit peu iconique et les archétypes qu'ils représentent. Beaucoup de contre-plongées par exemple, et de portraits qui vont vraiment en faire des personnages qui font référence à toute une mythologie. Un autre élément de ce point de vue-là, qui est aussi cette idée d'un regard d'un cinéaste européen sur justement le monde américain, va être la thématique et le genre du western. On le voit à travers ce personnage du chauffeur, qui donc est dénué de nom et qui renvoie de ce point de vue-là à une autre figure mythique qui serait celle de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, avec cet homme sans nom justement qui a toujours son petit cigarios qui serait ici remplacé par le cure-dent qu'a toujours le personnage de Ryan Gosling. Donc cette espèce de cavalier solitaire qui est mutique, qui en dit le moins possible et qui justement fonde son charme par un regard extrêmement lucide et avec beaucoup de recul sur la situation qui lui donne évidemment une certaine forme d'autorité. À cela s'ajoute, et c'est là qu'on commence à rentrer dans une espèce de melting pot assez singulier, une esthétique qui est vraiment celle des années 80, alors que le film ne se passe pas du tout durant cette décennie. On est vraiment dans un film contemporain, on le voit un certain nombre d'éléments, notamment quelques téléphones portables. Et
il n'en demeure pas moins que le film est entièrement marqué par justement toute cette esthétique-là. On le voit dans les voitures, on le voit dans les costumes, on le voit dans les architectures et bien entendu dans la bande originale qui convoque très largement le répertoire propre à cette époque-là. C'est quelque chose qui a beaucoup travaillé Refn et qui est tout à fait intéressant et qui explique aussi peut-être justement la manière dont le film a initié aussi un certain revival des années 80 et notamment de la musique. On le voit aussi évidemment à travers la veste que porte le personnage de Ryan Gosling, hein, ce scorpion qui renvoie à la fois à l'esthétique un petit peu baroque et kitsch du groupe Kiss et aussi une référence à un film pour le coup qui n'est pas du tout des années 80 mais un film expérimental qui fascine Refn et qui est le Scorpio Rising de Kenneth Anger qui date de 1963. Donc on a ce mélange de différentes références qui va permettre au film à la fois de convoquer des modèles établis, mais en même temps de creuser un sillon qui sera assez singulier. Dans cette tradition du film justement de Cass et d'une mythologie américaine, il y a toute la thématique de la ville aussi qui est importante. Très clairement, ici, Refn s'inscrit dans une tradition qui serait celle du cinéma des années 80, par exemple de William Friedkin dans Police fédérale Los Angeles en 85, ou un peu plus récemment, le cinéma de Michael Mann, bien entendu. Hein, qui d'autre que lui filme aussi bien Los Angeles vu de nuit, que ce soit dans Heat, qu'on a eu l'occasion de voir au Ciné-Club, ou un peu plus proche de Drive, Collatéral, hein, qui est aussi un film où on arpente les rues la nuit, cette fois par le biais d'un chauffeur de taxi. Mais on a la même idée, hein, la même fascination pour justement cette ville, qui est une ville à la fois rutilante, splendide, fascinante et un peu inhumaine. Parce que c'est aussi là l'intérêt de filmer à Los Angeles. Alors, le premier intérêt de filmer à Los Angeles, pour être parfaitement honnête avec les conditions de tournage, c'est les moyens économiques. Hein. Ils vont le moins possible, mais ils vont quand même s'emparer justement de cette ville-là et de tout ce qu'elle a d'intéressant. C'est une ville qui n'est pas faite pour les individus, elle est faite pour les voitures. Et c'est vrai que c'est une ville qui est à la mesure des véhicules. On ne marche pas dans Los Angeles, on se déplace exclusivement en voiture. Et c'est vrai que toute la topographie qui est proposée de cette ville se fait en fonction justement des lieux qui accueillent des voitures. Vous avez les garages souterrains, vous avez les parkings, vous avez les autoroutes évidemment, vous avez la piste de course aussi. Et on a véritablement une incursion dans tous ces milieux-là avec de la vitesse, avec des parcours, avec cette vision d'une ville qui est une sorte de dédale et que évidemment maîtriserait le chauffeur en question. Donc c'est une ville minérale qui va aussi contribuer à désincarner les personnages et qui va justifier cette tonalité assez épurée, hein, ces silences, ce travail sur une forme de lenteur qui fait que nos personnages qui sont des citations, hein, on a le mafieux, on a le petit homme de main qui a toujours pas de chance, on a le cavalier solitaire si vous voulez, sont des personnages qui et ça fait partie des reproches que font les spectateurs qui n'apprécient pas ce film, hein, ce sont des personnages assez désincarnés, qui sont des pures figures dans une ville qui est assez inhumaine en réalité. Dernier point par rapport à cette question hein, des modèles convoqués, c'est évidemment la question du film d'action. Donc, pour la petite histoire, lorsque le film sort en 2011, une spectatrice américaine va intenter une action en justice à l'encontre du film et de ses producteurs en estimant qu'elle a été victime d'une publicité mensongère. Elle estime effectivement qu'après avoir vu la bande-annonce, et je vous invite à la voir parce qu'effectivement c'est assez intéressant, elle pensait qu'on lui promettait un grand film d'action sur le modèle justement de Fast and Furious, hein, ce qui était un petit peu le projet initial d'Universal, et que c'était pas du tout le cas, et que pour le coup elle a été flouée par rapport à ce qu'on lui avait vendu de prime abord. Bon, bien entendu, l'action a tourné court en justice, mais c'est quand même assez intéressant de voir justement la manière dont Refn se place dans un sillon, dans un creuset qui va essayer de garder sous contrôle. Donc oui, c'est un film dans lequel on a des séquences d'action, mais évidemment, ça n'est pas simplement un film d'action. Si on s'en tient à voilà, la déclaration d'intention, notamment de la bande-annonce, on va s'attendre à un film de course-poursuite. Si on regarde précisément dans le film, on en a trois, des courses-poursuites. La première, c'est cette magistrale séquence d'ouverture, hein, qui est clairement une déclaration d'intention du réalisateur qui va vous expliquer voilà, à quel point il maîtrise son sujet.
Et c'est une séquence nocturne dans laquelle on va avoir ce personnage en pleine possession de ses moyens. Très clairement, le personnage du chauffeur dans la séquence d'ouverture, Refn dit qu'il veut le filmer comme un plongeur au milieu d'un océan de requins, c'est quelqu'un qui a la pleine maîtrise du temps, puisqu'il a ce chrono et il sait exactement où il va, de l'espace. Il connaît la topographie par cœur et aussi, ça c'est quelque chose de très bien rendu dans cette séquence, de la bande sonore. Puisque on le voit écouter la fréquence de la police, mais aussi écouter le compte-rendu de ce match qui évidemment détermine à quel moment il va pouvoir rejoindre la foule des supporters pour pouvoir s'y fondre incognito. Et donc on le voit dans une activité extrêmement cérébrale et qui évidemment gère parfaitement la situation. La deuxième course, c'est celle du braquage dans la vallée, chez ce vendeur sur gage. Et là, on est dans quelque chose qui est aux antipodes. C'est en plein jour, on est dans une esthétique assez proche du western. On a la couleur jaune de la terre, on a le ciel bleu, on a des éléments de nature, on a le grand jour aussi. Et pour le coup, on va filmer ça complètement différemment, plus de plans larges. On va vous montrer les voitures, les moteurs rugissants dans une séquence d'action qui, là, va beaucoup plus travailler dans la fluidité, dans la rapidité. Et évidemment, on vous propose, si vous voulez, plusieurs cas de figure possibles, film d'action, western, et la troisième très petite, très courte course-poursuite, c'est celle de l'exécution finale. Et là, pour le coup, on va être dans une esthétique beaucoup plus proche de celle du film d'horreur, avec la nuit, la brume, ce décor quasi expressionniste avec le phare qui balaye la plage, et on est dans quelque chose qui là est encore, si vous voulez, un autre exercice de style dans la manière possible de filmer l'action. Et Refn joue vraiment avec plusieurs codes pour, si vous voulez, proposer ces différentes courses-poursuites. On pourra d'ailleurs remarquer que la manière dont il filme l'action, c'est aussi une façon de filmer comment on pilote une voiture. C'est-à-dire que ce qui le fascine, c'est justement la gestuelle, alors extrêmement cérébrale et pensée dans le premier segment, beaucoup plus dans l'impro et dans la réaction dans le deuxième, mais en tout cas, il y a toujours cette fascination pour la manière dont ce personnage, qui est extrêmement mutique, réfléchit, regarde, scanne tout ce qui l'entoure de manière à faire la course parfaite et à s'en sortir. Et cet élément-là se retrouvera dans un autre plan, qui est un plan qui a été un petit peu improvisé, qui est le plan final, le climax de la deuxième course. Dans la deuxième course, on a donc ce nouveau demi-tour de la voiture qui permet à l'autre de faire une embardée et de faire un saut et des tonneaux. Les budgets étaient très limités à l'époque pour le film, et donc ils n'avaient droit qu'à une seule prise pour les cascades, ce qui évidemment est quelque chose d'extrêmement complexe, parce que si elle foire, on n'a pas possibilité de la refaire. Et lors de la cascade de la voiture ennemie dans la deuxième course, elle était censée prendre une rampe et faire un très beau vol plané extrêmement spectaculaire, et il s'avère que finalement elle fait quelque chose d'assez frustrant qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient escompté. Et la cascade est filmée par plusieurs caméras, et finalement le monteur Matt Newman suggère à Refn de se contenter de la caméra à l'intérieur de la voiture qui est en train de filmer le visage de Blanche. Et c'est ce plan final très beau, où on voit Blanche paniquer et la voiture au ralenti derrière qui vole avant un nouvel insert sur la voiture qui s'encastre. Et là on voit la manière dont justement Refn travaille, et cette thématique extrêmement importante du regard et des visages dans son film, et la façon dont il déplace le climax pour avoir quelque chose de moins conventionnel, mais qui va avoir un effet aussi sur le spectateur. L'autre élément, pour le coup, qui est assez contrasté par rapport à tout ce qui précède dans ce film, c'est évidemment le fait qu'on vous propose une histoire d'amour. Donc, Refn, c'est quelqu'un qui reconnaît, il l'a dit dans des entretiens, être un très grand romantique. Et il explique que pour lui, il croit en l'amour pur, en l'amour unique. Il a rencontré une jeune fille dans sa jeunesse qui est devenue son épouse, qui est devenue la mère de ses enfants. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif auquel il croit profondément.
C'est assez étonnant de savoir ça lorsqu'on voit justement ce qu'il peut dire notamment de la relation entre les êtres et de l'amour dans les autres films. Mais c'est vrai que dans Drive, on a accès à cette vision d'un amour pur et d'un amour qui est extrêmement romantique et qui va convoquer là aussi tous les invariants, tous les poncifs du genre à travers des personnages qui vont se dévorer du regard, qui vont être en réalité voilà, victimes d'une sorte de coup de foudre et qui vont passer cette petite séquence de la LA River qu'on pourrait d'ailleurs considérer comme une sorte de course-poursuite bis, si vous voulez. C'est cette embardée de la voiture, la LA River, c'est cette espèce de gigantesque rivière de béton dans laquelle coule un filet d'eau, qui est un lieu aussi iconique de Los Angeles qu'on a vu dans certains films, et notamment Terminator 2, où il y a une très très spectaculaire course-poursuite qui s'y déroule. Et c'est amusant d'ailleurs, on peut faire certains parallèles entre ce personnage justement mutique et le regard de l'enfant qui l'admire et qui le regarde comme étant un géant capable de tout. Et c'est vrai qu'on peut faire certains parallèles avec Drive. Et durant cette séquence, on va avoir le soleil, on va avoir la musique, on va avoir la mélodie parfaite, les sourires, et même cette petite incursion dans une nature qui paraît quasiment improbable, où ils sont au bord de la rivière à faire leurs petits ricochets, etc. Donc cette parenthèse enchantée, elle est une illustration, une fois encore, très premier degré, sans aucun sens de la parodie évidemment, de l'amour et de quelque chose que va croiser ce personnage-là, qui semble sortir de nulle part, et puis qui va se mettre en contact avec ce que pourrait être l'amour. Il faut quand même préciser la vision qui est donnée de l'amour dans ce film. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, avec toute la dimension de désir, toute la dimension charnelle et sexuelle que ça pourrait avoir. Bien au contraire. Si vous regardez dans la quasi-totalité des scènes où Irene et le chauffeur sont ensemble, l'enfant est là. À l'exception du moment où ils sont dans la voiture et où ils se donnent la main. Sinon, l'enfant est toujours là. Et la première fois que le chauffeur les entend parler, c'est à travers les rayons du supermarché, il les entend se dire I love you entre mère et fille. Ce qui fait que c'est un amour qui est un amour de famille, qui est un amour d'une cellule familiale, et c'est à ça qu'il s'intègre. Parce que la conclusion de la journée parfaite, c'est ce ralenti où il tient l'enfant dans ses bras et il va le coucher. Et donc on a vraiment la possibilité de lui offrir quelque chose qui est évidemment aux antipodes de sa situation, à savoir cavalier solitaire et anonyme, et là qui pourrait devenir un compagnon ou un père de substitution. Et même quand le père revient, il devient un ami, il devient celui qui épaule, et on a le sentiment qu'il a intégré, si vous voulez, la cellule familiale, comme ça pourrait être le cas dans un film comme L'homme des vallées perdues, par exemple, de Stevens. C'est un peu la même idée, et c'est en ça aussi une citation un peu du western, si vous voulez. Donc on est dans un amour qui est un amour parfait, et un amour qui est fantasmé. Et c'est là évidemment se joue aussi une des grilles de lecture du film, c'est que les personnages ont plutôt conscience de devoir s'en tenir à un amour qui serait quasiment adolescent, où on se dévore du regard, on ose s'effleurer de la main, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on sait très bien que ça n'est pas possible et qu'on se contentera justement de cette dimension fantasmatique et onirique. Et là, on rentre quasiment dans l'univers du conte, qui est un élément qui a clairement convoqué Refn dans les références lorsqu'il s'est entretenu à propos de ce film. L'antipode absolu de cet amour, c'est évidemment la violence. La violence qui est présente, qui est très graphique dans le film. Alors, c'est quelque chose qui mérite certaines précisions, parce que le recours à la violence chez Refn peut donner lieu à certains malentendus. On l'a vu depuis le début, Refn convoque énormément de modèles, c'est un cinéma référentiel qui s'inscrit dans une tradition et qui en plus est celle du cinéaste européen. Il y a d'ailleurs une petite blague qui est à un moment mentionnée par justement le mafieux qui explique qu'il avait été producteur dans les années 80 et qui faisait de la merde et que les autres appelaient ça du cinéma européen. Mais en tout cas, on a cette idée-là. Et il peut être intéressant de comparer Refn à un autre cinéaste de cette époque-là, et qui lui aussi est toujours encore en train d'être actif, et qui est Tarantino. Tarantino, lui aussi, fait un cinéma très référentiel, et lui aussi peut avoir recours à une violence totalement explicite. Et en les comparant tous les deux, on peut mieux comprendre Refn, parce que la grande différence entre les deux, c'est que Refn n'a absolument aucune velléité parodique.
il ne s'agit pas du tout pour lui de faire des gros clins d'œil à son public et de proposer justement une relecture avec un détournement. Non, la lecture qu'il fait du film noir, même si son intrigue est extrêmement linéaire, très simple, il veut la prendre comme telle et elle l'intéresse et il veut l'embrasser avec une forme de sincérité. C'est la même chose pour la violence. L'extrême violence qu'il brandit n'est pas une violence fun, telle qu'on pourrait la trouver dans la cave des Pulp Fiction ou dans tous les membres tranchés qu'on a dans Kill Bill par exemple. Hein, c'est pas du tout la même idée. Et Refn explique d'ailleurs que lorsqu'il a assisté à certaines projections de son film, ce qu'il déteste faire, mais il a entendu certaines réactions de rire au moment des scènes les plus violentes de son film, et c'est quelque chose qui l'a profondément mis mal à l'aise parce que c'est absolument pas l'effet qu'il cherche à produire sur le spectateur. Lui le dit, cette violence l'effraie, elle le terrorise, mais en même temps, il filme aussi cette violence comme une forme d'exutoire, parce qu'elle fait partie de ses hantises, elle fait partie de sa part d'ombre, si vous voulez, et que c'est la raison pour laquelle il l'intègre dans ses films. Et Dieu sait qu'il l'intègre, parce que dans la suite de sa carrière, elle va prendre une place de plus en plus importante, et je dirais même de plus en plus malsaine. Et ce qui fait qu'il estime, lui, avoir la possibilité, grâce à justement son expression artistique, avoir une vie équilibrée. Il a l'exutoire cathartique qui est l'expression artistique, et à côté de ça, il a une vie de famille parfaitement équilibrée. On espère juste que ses enfants ne verront pas trop tôt ces films, parce qu'ils pourraient avoir un regard un petit peu effrayé sur les idées noires de leur père. Toujours est-il que cette violence-là, elle va participer à ce modèle du conte qu'il évoque. Hein, le conte, c'est le domaine justement extrêmement manichéen dans lequel vous allez avoir une cohabitation entre le bien absolu contre le mal absolu. Le bien absolu, c'est cette figure angélique, et c'est surtout cet amour possible, cette femme qui représente la vulnérabilité, la princesse à sauver, et qui sera la veuve avec son orphelin aussi. Et de l'autre côté, Refn explique que si on va évoquer la violence et les méchants et les actes voilà, de meurtre, etc., autant aller au bout du tableau et tout montrer. Et c'est la raison pour laquelle il va nous faire un cinéma dans lequel vont cohabiter des pulsions et des forces extrêmement opposées, et une dichotomie qui va être la plus marquée possible. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il joue justement sur la collusion entre des éléments qui semblent incompatibles. On va le voir notamment dans la scène qui précède la fameuse scène de l'ascenseur, mais la scène dans le strip club joue déjà de cette alliance entre une imagerie extrêmement glamour, très papier glacé, avec toutes ces femmes à moitié dénudées qui sont assises et qui ont l'air d'être des statues, et lui au centre avec ce marteau brandi sur un visage, prêt à exploser les dents de son opposant, et donc on joue comme ça sur des contrastes pour créer des images qui sont extrêmement violentes et qui sont vouées évidemment à faire réagir le spectateur. Pour ce qui est de la scène de l'ascenseur, eh bien, c'est une scène qui va évidemment concentrer tout ce que contient le film. L'amour absolu, dans cette très belle scène où justement il va, pour protéger Irene, il la met de côté et il l'embrasse pour la convaincre de se laisser emporter par lui d'une certaine façon. Et là, on va être dans une séquence qui va littéralement suspendre le temps grâce à la musique aussi de Cliff Martinez, et qui va même jusqu'à une esthétique très puissante qui change les lumières dans la scène et qui nous fait accéder à une forme de réalité alternative, si vous voulez. Là, on peut retrouver la manière quasi fantastique avec laquelle Hitchcock regardait justement la fascination amoureuse dans Vertigo. Souvenez-vous de ce passage où Madeleine passe et où Scotty la découvre pour la première fois, et elle s'arrête et l'arrière-plan rouge s'éclaire et fait d'elle une sorte d'icône. On a exactement ici la même idée, c'est-à-dire de quelque chose de puissamment esthétique qui va magnifier, qui va devenir une sorte d'enluminure du moment parfait amoureux. Si ce n'est que justement, il va cohabiter avec la plus grande noirceur, puisque la seconde d'après, il va se retrouver dans une séquence d'une violence extrême, et pour laquelle d'ailleurs Refn a demandé conseil à Gaspard Noé. Il avait vu Irréversible quelques années plus tôt, où on a le droit aussi à un éclatement de boîte crânienne assez frontal, et il est allé lui demander des conseils pour justement rendre cette scène chez lui la plus crédible. Donc le baiser que donne le chauffeur à Irene est aussi évidemment une forme d'adieu, très clair, par rapport au fait que le fait de la sauver va contribuer à ne plus pouvoir être avec elle parce qu'il s'adonnera la plus grande violence pour pouvoir le faire. Et c'est là que se dessine la trajectoire d'un personnage qui semble extrêmement marmoréen, qui semble d'une grande stabilité, mais qui en réalité va passer par un certain stade d'évolution.
Si on regarde le personnage joué par Ryan Gosling, au départ c'est quelqu'un qui agit la nuit, qui a une espèce d'identité cachée, de chauffeur cascadeur le jour, et la nuit il est au service des braqueurs, et qui, lorsqu'il rencontre cette jeune femme, sa voisine, va être en gros éclaboussé de soleil et va se révéler au grand jour. Le fait qu'il monte en ascenseur avec elle la première fois montre vraiment l'idée de passer du parking souterrain, le lieu de sa maîtrise, à des appartements privés et un lieu de la vie familiale, etc., qui a tout du parcours initiatique et de l'ouverture justement au sentiment. Et c'est dans les lieux justement, le supermarché, les lieux de vie commune qui va faire connaissance avec cette femme. Donc on a vraiment quelque chose qui fait qu'il va arriver au grand jour et qui explique justement aussi la transition entre la première et la deuxième course-poursuite. La deuxième course-poursuite, elle se fait au grand jour parce que justement, eh bien, il va aider le mari d'Irene et il va être dans une improvisation et dans un milieu qu'il ne maîtrise pas et qui va engendrer toutes les catastrophes à venir et qui vont dériver vers une sorte de tabula rasa où il s'agira finalement d'éliminer à peu près tout le monde. Ce qui deviendra une constante dans tous les films à venir de Refn, où généralement on est dans une logique tragique où à partir du moment où les personnages ont mis un petit doigt dans un engrenage, ils ne peuvent plus faire machine arrière et ils iront jusqu'au bout. Et c'est bien la trajectoire de ce personnage qui devient un héros et qui ne peut plus revenir en arrière et avoir la vie d'un réel humain. Ce sont les paroles d'ailleurs qu'on entend dans la chanson qui passe au moment de la séquence de L.A. River, là, une chanson dans laquelle on entend A real human being, a real hero, au point que Cliff Martinez et Refn ont douté un moment de l'idée de laisser cette chanson tellement les paroles étaient vraiment en adéquation totale et un peu trop explicites par rapport à ce qui se jouait dans le récit. Mais on a justement ce dilemme, être un humain ou être un héros, et très clairement il a été humain pendant une phase du récit, et ensuite le fait de devenir un héros eh bien, va le connecter à une autre part de lui, qui est une part psychotique, dans laquelle il va exprimer toute son ultra-violence, qu'on avait déjà vu par petites touches, mais qui vont évidemment atteindre leur apothéose dans toutes les scènes qu'on va voir à l'écran. Et cet élément, évidemment, lui permet aussi de justifier. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est ce qu'il comprend dans l'ascenseur, et c'est pour ça qu'on a cette jonction-là, c'est-à-dire que à partir du moment où il est tombé amoureux de cette femme, mais qui sait que ça ne sera pas possible, parce que notamment elle est en danger, le fait de la sauver va être une façon pour lui de rediriger toute son ultra-violence au profit justement de cette veuve et l'orphelin. Et ce qui intéresse Refn, c'est évidemment cette trajectoire. C'est cet élément final qui consiste à faire de lui quelqu'un qui va assumer sa part d'ombre avec un troisième temps du personnage, qui est justement le personnage de la nuit, le personnage du film d'horreur dans cette exécution, où on voit clairement un personnage qui devient un personnage masqué. Il remet le gant, ce masque pardon, en latex, et il va avoir cette identité secrète, mais qui cette fois a une véritable direction, puisqu'il s'agit de mettre sa violence pure au service d'un amour pur, si vous voulez. Et les dernières séquences vont faire de lui une espèce d'être monstrueux, qui attend dans la voiture avec ce masque, mais aussi qui devient la voiture elle-même. La séquence finale où on voit justement dans la nuit les phares qui s'allument à 2 reprises, c'est clairement les yeux d'une sorte de monstre mécanique qui l'incarne totalement et qui va aller à l'assaut de son ennemi. Donc on a un personnage qui va se retrouver dans une logique dans laquelle il va perdre une part de son humanité, mais il le fera au profit d'une humanité qu'il veut à tout prix préserver, celle de cette femme et de cet enfant. Et au point que la séquence finale explique aussi la raison pour laquelle il ne meurt pas d'une certaine façon, puisque lorsqu'il est en sang dans la voiture, on a un souvenir de cette chanson qui revient et un visage baigné de soleil qui très clairement lui fait revivre ce moment parfait de sa vie qui n'a été qu'une parenthèse, qui n'a été qu'effleuré, mais qui lui permet d'une certaine façon de retrouver la vie et de pouvoir s'en aller. Refn avait terminé sur ce plan-là, et la voiture qui s'en va, et Manuel Chiche, donc l'un des producteurs en France, a regardé son montage final, et lui a dit, écoute, vraiment super ton film, par contre, que devient l'argent ? Et Refn lui dit, on s'en fout de l'argent, ne compte absolument pas. Et l'autre lui répond, c'est vrai, effectivement, mais il faudrait quand même que tu montres
qu'on s'en foute et qu'on sache ce qu'est devenu ce sac. Et effectivement, le sac n'apparaissait pas dans le premier montage. Ils ont dû retourner sur le parking et refilmer en posant le sac à côté du cadavre pour effectivement lui donner une place finale. Et Refn n'y avait pas pensé au départ, et dans la logique narrative, il accepte évidemment cette concession. Pour terminer, il me semble assez intéressant de faire un petit parallèle entre le personnage du chauffeur et puis la suite de la carrière de Refn. Refn, c'est quelqu'un qui est un personnage assez égocentrique, hein, et qui l'assume parfaitement, qui peut même être assez arrogant dans les entretiens qu'il a. C'est pas toujours très aimable de suivre son attitude, même si les propos qu'il a sont souvent assez intéressants. Et c'est quelqu'un qui explique justement qu'il faut un ego surdimensionné pour être un héros, c'est le cas de son personnage, comme pour être un artiste. Et que justement son personnage a besoin d'isolement, et que la créativité, d'une certaine façon, c'est un peu la monstruosité de Refn. Et, et quand on regarde la suite de la carrière de Refn, on comprend effectivement que lui aussi est allé radicaliser un petit peu sa posture, comme le fait son personnage dans le dernier tiers du film. Après Drive et son succès, Refn va se remettre au travail sur Dying of the Light, hein, ce fameux projet avec Harrison Ford qui n'avait pas abouti. Harrison Ford a quitté le projet et Refn décide de se contenter d'être producteur et de confier la réalisation au scénariste qui est donc Paul Schrader. Paul Schrader qui a fait de très bons films dont il est la plupart du temps scénariste. Hein, vous voyez notamment le dernier en date qui s'appelle The Card Counter avec Oscar Isaac qui joue dans Drive. C'est lui qui joue justement le mari qui sort de prison. Vraiment très très bon film et qui, pareil, hein, comme justement Les Chemins de la Rédemption ou alors justement Taxi Driver, suivent toujours la dérive d'un homme, hein, qui porte en lui des traumas et qui va aller au bout de son dispositif. Donc on est vraiment à quelque chose une constante chez lui qui est tout à fait passionnante. Donc il va réaliser ce film avec Nicolas Cage qui prend le rôle titre. Et arrive sur ce film ce à quoi justement Refn avait échappé sur Drive, à savoir que les producteurs passent derrière, Schrader n'a pas le final cut, et disent voilà, on va changer cette fin, on va changer cet élément, ça le public ne comprendra pas, ça c'est trop sombre, ça c'est trop torturé, etc. Et ils font du film quelque chose de totalement convenu et qui n'a plus aucun sens. Au point que le trio Nicolas Cage, Refn et Schrader désavoue complètement ce film et le trouve absolument indigne. Le problème, c'est que à Los Angeles, tout est prévu. Et c'est-à-dire que lorsqu'on justement on fait financer son film, notamment par un studio, eh bien, on peut être amené à signer ce qu'on appelle une clause de non-dénigrement, dans laquelle on s'engage à ne pas dire du mal du film, quel que soit son destin. Parce que, évidemment, les expériences par le passé ont pu être parfois assez houleuses, et lors de la production, il peut y avoir un réalisateur qui dit n'allez pas voir ce film, il correspond absolument pas à ma vision, et je le désavoue. Donc les trois vont justement jouer avec ça et porter tous au moment de la sortie du film des t-shirts sur lesquels ils vont faire imprimer en grand cette fameuse clause de non-dénigrement en montrant qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent, mais le fait de le mentionner prouve évidemment qu'ils découragent totalement les spectateurs à aller voir ce film. Et c'est quelque chose qui montre bien la position de Refn par rapport à ce milieu hollywoodien, hein, avec lequel il va être toujours dans une relation extrêmement méfiante. Il a besoin de l'argent des studios, mais il veut évidemment proposer une œuvre singulière et qui réponde à ses besoins expressifs et esthétiques. Le film suivant, hein, est un film qui est très attendu parce que Drive a quand même vraiment bien marché, d'autant qu'il retourne avec Ryan Gosling. Ce sera Only God Forgives, et là c'est un film d'une grande radicalité, plus lent, plus violent, plus noir, plus malsain, et qui va désarçonner une grande partie du public. Et ce sera la même chose pour le film d'après, qui lui aussi sera sélectionné au Festival de Cannes, The Neon Demon, qui traite du milieu de la mode à Los Angeles et qui fait dériver tout ce culte de la beauté dans une espèce de délire cannibale absolument radical. Et donc on voit un personnage, enfin un auteur, un artiste qui ne va faire aucune concession et qui va aller vraiment au bout de ses obsessions esthétiques et au bout justement de cette part de noirceur qu'il a envie et même besoin d'exprimer.
Et l'apogée est peut-être atteinte avec le projet suivant, qui est une série qu'achète Amazon Prime et qui ne sait pas exactement où elle met les pieds. On est à un moment de la vie de la plateforme où il s'agit d'attirer des grands noms pour justement séduire un petit peu les cinéphiles. Et donc on annonce Too Old to Die Young, qui est une série de Refn, et qui en réalité n'est pas une série. En réalité, c'est un film dans lequel il va se permettre de prendre son temps. On a effectivement des segments d'épisodes, mais on voit très bien quand on regarde la totalité qu'en réalité, Refn s'est offert un luxe suprême, à savoir un film d'une durée de 13 heures. Et là encore, en matière de lenteur, en matière d'expérimentation esthétique, en matière de noirceur, de condamnation des personnages, de rapport à l'extrême violence, Refn va encore plus loin qu'il n'a jamais été. Au point qu'Amazon ne saura pas du tout comment défendre le film et se retrouvera fortement embarrassé par ce produit sur sa plateforme. Voilà où on en est Refn. Refn qui a annoncé une nouvelle série, cette fois pour Netflix, qui s'appelle Copenhagen Cowboy, qui le fait revenir donc dans son pays natal et qui, d'après les premières images, poursuit toujours les mêmes obsessions, des lumières, des colorés, des néons de partout et des personnages qui, en s'engageant dans le récit, vont probablement courir à leur perte. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle pour montrer que finalement la destinée de ce personnage un peu mutique et qui va au bout de ses obsessions en guise d'un idéal peut être mise en parallèle avec la carrière de cet auteur qui va au bout et qui va être radical pour sauvegarder sa propre vision du cinéma.